Je vous ai découvert dans le rapport de situation, mais je voulais absolument faire ma propre vidéo sur ce sujet. Le 21 octobre 2025, elle aurait parcouru 14 000 km volant pendant 15 heures à basse altitude à travers le globe. La nouvelle arme miracle de la Russie, la 9M730 Pourvestnik, un missile de croisière à propulsion nucléaire avec, je cite, une portée illimitée. Si l'on en croit les déclarations officielles de Moscou, ce truc serait donc une sorte d'arme de destruction massive volante. Et le boss final dans un remake de la guerre froide ? Mais la question demeure, est-elle vraiment efficace ? Le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, a déclaré lors d'une conférence que le monde entier avait été tellement choqué après le test réussi que plus personne ne s'est manifesté sur les canaux diplomatiques pour demander ce qui avait exactement été testé. La vraie des questions est pourquoi les autres pays étaient en choqués. Est-ce parce que la nouvelle super-arme de Poutine est extrêmement dangereuse ou parce qu'elle est absolument stupide ? Vous pouvez probablement déjà deviner la réponse. Mais commençons par le début. Qu'est-ce que la Pourvestnik exactement ? Qu'est-ce qui la distingue des autres missiles de croisière et comment en est-on venu à poursuivre un tel concept ? Il est fondamental de comprendre que tout système provenant de Russie n'est pas automatiquement un système mauvais ou bon marché. Les drones à fibre optique, d'abord créés en Russie, sont désormais essentiels dans la guerre en Ukraine. Le missile Kinzhal aussi. L'OTAN ne possède même pas d'équivalent à cela. Les kits de bombes planantes bon marché appartiennent désormais aussi à cette niche. Elles ne sont certes pas aussi précises qu'une bombe planante occidentale, mais elles sont économiques et rapides à déployer. Mais la Pourvestnik n'en fait définitivement pas partie. La Russie possède, grâce à l'Union soviétique, de grandes connaissances en matière de propulsion nucléaire, comme par exemple la classe Arktika ou divers sous-marins nucléaires. Nous avons déjà vu la même chose avec un missile de croisière, et cela a déjà été tenté des deux côtés. Le principe est assez simple. L'air entre à l'avant, est ensuite chauffé par un réacteur et ressort chaud à l'arrière, un peu comme dans un moteur à réaction. Sauf qu'ici, ce n'est pas un réacteur, mais du carburant injecté qui permet la combustion et donc la poussée. Les réacteurs dans l'air ne sont pas une nouveauté. En 1955, l'États-Unis Air Force a testé un réacteur nucléaire en vol à bord d'un B-36. Cependant, celui-ci n'a pas été utilisé pour propulser l'avion, mais pour tester l'efficacité de la protection contre les radiations pour l'équipage. 6 ans plus tard, les Soviétiques ont également testé un réacteur nucléaire à bord d'un Tu-95, car ils voulaient en reproduire une expérience similaire à celle des Américains avec le B-36. Et ils voulaient un tas de savoir si ce réacteur pouvait également alimenter l'avion en énergie. Nous voyons donc que de telles expériences ont été proposées et réalisées des deux côtés de la guerre froide. Mais les deux programmes ont été abandonnés peu de temps après, car les coûts ont explosé et on a préféré se concentrer sur les missiles de croisière et les fusées. De plus, un missile de croisière est sans pilote, ce qui permettait de se passer du blindage coûteux et lourd. Comme par exemple avec la SLAM. Sous le nom de code Projet Pluton, les Américains ont lancé en 1957 un missile de croisière à statoréacteur et ogive nucléaire. Celui-ci devait pouvoir voler à une altitude si basse qu'il pourrait passer sous tous les radars ennemis et parcourir jusqu'à 25 000 km à une vitesse de Mach 3. À cette époque, une défense aurait été impossible. Mais malgré un essai réussi, le projet a été arrêté en 1964, car il devenait trop coûteux, et le ministère de la Défense a préféré se concentrer sur les missiles intercontinentaux, qui pouvaient atteindre leur cible plus rapidement et ne produisaient pas de contamination radioactive pendant le vol ou lors des essais. Et c'est très important, car nous arrivons maintenant à un point où nous passons des avions et des missiles de croisière aux fusées. Parce que les deux prédécesseurs présentaient des inconvénients majeurs, ce que l'on avait déjà compris à l'époque. Mais revenons maintenant au présent. Août 2019, le portail russe TASS annonce le test réussi du Pourvestnik, la super-arme de Poutine. Le missile de croisière est à la fois propulsé par l'énergie nucléaire et armé d'une ogive nucléaire. Le test, s'il s'agit bien de cette arme, a effectivement été un succès. Même si en passant, l'Agence fédérale de l'énergie atomique de Russie, c'est-à-dire Rosatom, a mentionné que 5 ingénieurs ont perdu la vie lors de l'essai et des tests précédents, et que 3 autres ont été grièvement blessés. De plus, le jour du test, une station de mesure située à 40 km a enregistré une augmentation de la radioactivité. Mais le missile de croisière a volé, et c'est tout ce qui compte du côté russe.
Peu importe qu'on ait déjà pu le détecter par une mesure ou que 5 à 8 ingénieurs soient morts. Car les 3 autres ont fini à l'hôpital et on ne sait plus rien de leur sort. On ne sait pas non plus comment ou de quoi ils sont morts. La Russie ne commande pas, affirmant seulement la réussite du test. Mais le plus probable, c'est qu'un des missiles de croisière a explosé au lancement ou qu'un des missiles de croisière émettait simplement tellement de radiation qu'ils sont ensuite morts de la maladie des radiations. En 2023, Poutine a annoncé qu'il y avait eu un test final, et que désormais toutes les super-armes nucléaires qu'ils avaient annoncées étaient terminées et que la Russie disposerait d'un arsenal nucléaire dans chaque domaine. Le test final n'était apparemment pas si définitif, car un nouveau test final du Bourevestnik a été annoncé et réalisé en 2025 côté russe. D'après les sources russes, elle fait environ 12 mètres, décolle avec une fusée, puis vole grâce à un mini-réacteur nucléaire. Elle serait capable de voler extrêmement bas, à environ 50 mètres au-dessus du sol, ce qui est un défi pour un radar. C'est effectivement un défi majeur à détecter. Elle aurait parcouru 14 000 km lors du test en 15 heures, et elle serait capable de tout toucher et de tout détruire. Selon Gerasimov, elle pourrait également voler à l'infini. Mais cela est techniquement impossible, et c'est aussi une grande exagération. Théoriquement, on vole tant qu'on trouve la cible. Le réacteur ne possède plus d'éléments combustibles, elle est abattue ou encore l'un des composants tombe en panne et le missile de croisière est ainsi détruit. Selon ce qui se passe en premier. Elle doit aussi rester invisible pour tous et franchir tous les systèmes de défense antimissiles présents et futurs. Pourquoi ces informations restent-elles si peu crédibles ? Eh bien, tout simplement parce que ce sont toutes des informations officielles provenant d'un pays qui affirme également à la télévision publique d'État que leur torpille à propulsion nucléaire et équipée d'une ogive nucléaire appelée Poséidon pourrait inonder la Grande-Bretagne avec une vague de tsunami radioactive de 500 mètres de haut. C'est bien sûr absolument absurde et cela relève quelque part de la physique alternative ou du grotesque ridicule. Et quand on diffuse délibérément de fausses informations évidentes sur une chaîne d'État. Et cela ne concerne pas seulement le Poséidon, mais en fait presque tout le reste, surtout dans cette guerre. Il faut toujours prendre avec beaucoup de précaution les informations officielles concernant les nouvelles armes miracles de Poutine. Selon les Russes, elle peut transporter une ogive nucléaire ou conventionnelle. C'est possible et sûrement correct, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi voudrait-on échanger l'ogive tout court ? Pour une fusée normale, bien sûr, cela a du sens. Soit je ne veux pas laisser la guerre s'escalader et je tire une fusée normale avec une ogive conventionnelle sur une cible ennemie, soit la guerre a déjà escaladé. Et j'utilise une fusée avec une ogive nucléaire. Mais dans aucun scénario logique, je ne dis que j'attaque de façon conventionnelle pour ne pas escalader, tout en envoyant en même temps un réacteur nucléaire irradié. Il est aussi très cher. Pourquoi devrais-je tirer une ogive uniquement conventionnelle avec un mode de propulsion extrêmement coûteux alors qu'il existe suffisamment de systèmes similaires qui peuvent en faire la même chose ? Mais même si tout cela était vrai, pourquoi ce truc est-il aussi stupide ? Pour cela, il suffit de se poser quelques questions de base. Peut-il remplir un quelconque objectif militaire ? Peut-il le faire mieux qu'une arme alternative ? Et l'objectif de l'attaque est-il suffisamment important et le système suffisamment efficace pour que les coûts en valent peu la peine ? Toutes les questions, sauf la première, peuvent clairement recevoir une réponse négative. La propulsion nucléaire du missile de croisière constitue à la fois son principal atout et son principal inconvénient. Le seul avantage derrière cela, c'est qu'on dispose d'une portée accrue, et cette portée coûte des roubles. Elle coûte plus de matériaux car il faut un missile de croisière plus grand et surtout elle coûte aussi plus de poids. Et en plus le missile de croisière émet en continu. Des critiques comme le chercheur nucléaire Thomas Countryman ont qualifié cette arme de « Tchernobyl volant ». Ce n'était pas un compliment car elle émettra des radiations de façon incontrôlée. Donc la propulsion fait qu'on peut détecter le missile de croisière beaucoup plus facilement que si on attaquait avec un missile conventionnel plus petit. Et pourquoi faire ? Eh bien, pour un peu plus de portée, dont la Russie n'a même pas besoin, puisque leurs armes conventionnelles couvrent déjà presque toute l'Europe et peuvent transporter des ogives nucléaires. Elles peuvent également atteindre l'Espagne. Cela n'a donc absolument aucun sens de construire un tel missile de croisière, à moins de vouloir l'utiliser contre les États-Unis. Enfin, c'était cash, États-Unis sans, mais les États-Unis le détecteront et le neutraliseront rapidement, car ils possèdent un moteur nucléaire qui peut être repéré.
C'est précisément pour cette raison que tous les autres pays ont abandonné ce concept des années 60 et se sont concentrés sur de vrais systèmes, comme par exemple les missiles intercontinentaux qui remplissent exactement la même mission, voire même de façon bien plus efficace. La Russie en possède aussi, mais les critiques du côté russe sont très fortes. Ils se battent maintenant depuis 1355 jours depuis la création de cette vidéo en Ukraine et ils n'avancent toujours pas. Les soldats ont pour la plupart l'air d'avoir été rafistolés 10 fois et il manque d'eau, de ravitaillement et de véhicules, car le ministère de la Défense envoie même déjà des ânes au front. Pendant que l'Ukraine peut toucher une raffinerie après l'autre et avait déclenché une crise du carburant. Au lieu d'investir dans des systèmes importants ou dans la protection de leur propre raffinerie, on soude des milliards ou des billions de roubles dans un projet qui n'apporte absolument aucun avantage notable. Mais cela importe peu, car il s'agit seulement du prestige de Poutine, quel qu'en soit le prix. Je vous remercie comme toujours de m'avoir écouté.